La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'ai beaucoup aimé et qui me semble aborder des sujets extrêmement importants. Et c'est aussi un roman qui m'a semblé assez peu médiatisé à sa sortie. Donc voilà, j'ai envie de vous en parler, de vous le faire découvrir, peut-être de vous le faire lire. C'est le roman Nous les filles de nulle part d'Amy Reed, qui a été publié aux éditions Albin Michel en 2018. Alors si comme moi vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, sachez que c'est un roman qui est absolument parfait pour deux sous-catégories. La première c'est les rêves d'aurore, parce que vous pourrez checker les deux mots-clés qui sont LGBTQIA+, et militantisme. Et la seconde c'est les écailles de Mélusine, donc avec le mot-clé féminisme. Je vous laisse découvrir tout ça. Et si ce que je viens de vous dire ne vous parle absolument pas, que vous ne savez pas ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge, je vous invite à regarder ma vidéo précédente. La trame de ce roman est sensiblement la même que celle d'un autre roman dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, qui est le roman Moxie de Jennifer Mathieu. Et donc dans ces deux romans, il s'agit d'une prise de conscience féministe d'un groupe de jeunes filles dans un lycée américain et de leur révolution contre toutes les violences sexistes qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. Ce sont tous les deux des romans ados et young adultes, mais je pense que Nous les filles de nulle part va s'adresser à un public peut-être un peu plus âgé, peut-être à partir de 15-16 ans, parce que là où Moxie abordait uniquement, si l'on peut dire, la question du harcèlement sexuel, il va être question dans Nous les filles de nulle part et vraiment dès le début du récit de viol et de viol en réunion. Les filles de nulle part, c'est un groupe féministe qui se crée à l'initiative de Grace, qui est une nouvelle venue dans le lycée de Prescott, dans l'Oregon, et qui découvre dans sa chambre, dans sa nouvelle chambre, des inscriptions, des appels au secours gravés sur les murs. Très rapidement, Grace va apprendre que en fait, sa chambre, c'est l'ancienne chambre d'une jeune fille qui s'appelle Lucy, que 3 garçons ont violée lors d'une soirée, et Lucy a porté plainte, et Lucy est devenue la paria de la ville parce que les 3 garçons étaient très populaires, très en vue. Donc elle a été accusée d'inventer cette histoire, de vouloir faire son intéressante. Elle est devenue vraiment celle dont il ne faut pas prononcer le nom, ce qui l'a contraint, elle et sa famille, à déménager pour échapper à tout ce harcèlement. Je vous le disais, c'est un roman qui aborde plein de sujets extrêmement importants et il aborde aussi la question de la religion et de son regard sur les femmes, ou plutôt de la façon dont certains ou certaines vont en user pour tenir des discours qui au final sont des discours de haine, des discours homophobes, des discours sexistes, avec un refus complet de l'émancipation féminine, notamment sur le plan sexuel. D'ailleurs, cette question de la sexualité va être abordée dans le roman, notamment lors d'un passage extrêmement fort sur plusieurs pages, qui est en fait une conversation entre toutes ces jeunes filles qui se sont réunies lors d'une réunion pour parler des problématiques qu'elles rencontrent au quotidien, des problématiques sexistes qu'elles rencontrent parce qu'elles sont filles. Et elles se rendent compte en fait que elles-mêmes, de fille à fille, elles sont parfois extrêmement odieuses les unes envers les autres, qu'elles se jugent, qu'elles ont des comportements toxiques parce qu'elles ont des envies, des façons de vivre, des désirs qui sont différents. La conclusion, qui est évidente, mais qui est pourtant si difficile à entendre et à faire entendre, c'est que oui, on peut être une jeune fille, une jeune femme, avoir une vie sexuelle active, aimer le sexe, et oui, on peut être une jeune fille, une jeune femme qui fait le choix de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Il y a d'ailleurs tout un panel de possibilités entre ces deux options, et quelle que soit notre décision, il n'y en a pas une qui est plus ou moins légitime que l'autre, et en aucun cas, on ne doit être jugé pour ses choix.
Donc comme dans Moxie, on est vraiment dans cette espèce d'appel d'hymne à la sororité qui devrait être évidente, qui n'est pas toujours. Je vous parle de ça parce qu'au-delà de ces thèmes extrêmement forts, extrêmement importants, mais qui restent relativement classiques dans la sphère féministe, ce roman aborde un sujet qui est beaucoup plus invisibilisé, que ce soit dans la société ou dans les médias culturels. C'est celui de l'autisme au féminin, à travers notamment le personnage d'Erin, qui est une des trois jeunes filles, un des trois personnages principaux que l'on va suivre, sachant que ce roman a donc la particularité d'être très polyphonique et de donner à voir et à entendre les sentiments de nombreuses jeunes filles. Je vais vous lire un extrait d'un des premiers chapitres qui est consacré au personnage d'Erin. Erin sait que sa mère croit bien faire, qu'elle pense que là est la clé du bonheur. Trouver sa place, s'intégrer. Mais elle a déjà essayé. Elle a passé son enfance à observer les autres, à essayer de comprendre comment être une fille normale. Elle est devenue un perroquet, une actrice jouant des rôles multiples. Elle avait les cheveux longs, elle mettait des habits que sa mère trouvait mignons, elle s'est même maquillée pendant une courte période, en 4e. Elle s'asseyait sur ses mains, pour se retenir de les frotter quand elle était nerveuse. Elle se mordait les joues jusqu'au sang, pour ne pas se balancer d'avant en arrière en public. Erin était un caméléon, qui changeait pour s'adapter à tout groupe dans lequel elle se retrouvait, interrogeant constamment sa base de données mentales pour savoir quels vêtements porter ou pas, quoi dire ou pas, quoi ressentir ou pas. Mais elle avait beau faire des efforts, elle ne tombait jamais juste. Elle parlait toujours un peu trop tôt ou un peu trop tard, un peu trop haut ou un peu trop bas. Plus elle faisait d'efforts, plus elle se sentait mal. Les gens savent à quoi s'attendre avec un garçon atteint d'Asperger, du moins ils croient le savoir. Un garçon, ça s'énerve, ça cogne, ça hurle, ça se bat et ça se roule par terre, ça punit le monde de les faire souffrir. Alors que pour les filles dites Aspi, c'est différent, invisible, non diagnostiqué. Car à la différence des garçons, elles se tournent vers l'intérieur, se cachent, s'adaptent, quitte à se faire mal. Comme elles ne crient pas, on suppose qu'elles ne souffrent pas. Une fille qui s'endort tous les soirs en pleurant ne dérange pas grand monde. Cet extrait que je viens de vous lire, il a vraiment fait écho en moi quand je l'ai lu à un reportage de Brut que j'ai vu récemment sur les spécificités de l'autisme et donc notamment du syndrome d'Asperger au féminin. Le syndrome d'Asperger, c'est un trouble du spectre de l'autisme qui va se différencier d'autres formes d'autisme par l'absence de déficit intellectuel et de retard dans l'apparition du langage. La jeune femme interviewée dans la vidéo dont je vous parle s'appelle Julie Daché. Elle a 33 ans au moment de la vidéo, c'était en 2018, et elle explique avoir été diagnostiquée Asperger très tard, à l'âge de 27 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que selon elle, l'autisme est très méconnu en France, mais est a fortiori quand il s'agit des femmes. Elle explique que l'on estime aujourd'hui que pour l'autisme sans déficience intellectuelle, pour une fille autiste, il y a 9 garçons autistes. Mais peut-être que ces chiffres en réalité sont faux, peut-être qu'il y a beaucoup plus de filles autistes que ça, mais la difficulté est qu'elles ne sont pas détectées et donc elles ne sont pas diagnostiquées comme autistes. Pourquoi ? Eh bien parce que les critères diagnostiques qui ont été définis pour l'autisme ont été définis à partir de cas essentiellement masculins, et ce qui crée donc un biais de genre. Ces critères, ça va être notamment des difficultés communicationnelles et sociales, des intérêts spécifiques, c'est-à-dire des passions extrêmement fortes auxquelles les personnes autistes vont consacrer énormément de temps et d'énergie jusqu'à devenir parfois experts ou expertes dans leur sujet, et les particularités sensorielles, comme par exemple une forte sensibilité au bruit. Or, chez les femmes, l'autisme va se manifester de façon beaucoup plus subtile. Elles ont de meilleures capacités communicationnelles que les hommes, elles ont moins de comportements répétitifs et stéréotypés de type TOC, et elles ont des intérêts spécifiques qui sont plus socialement acceptables. De plus, les femmes vont intérioriser leurs difficultés
Et à cela s'ajoute le fait qu'en tant que petites filles, elles vont être éduquées, je parle de façon très globale, pour s'adapter à toutes les situations, pour observer et pour imiter leur père, PAIRS, ce qui a pour conséquence que leur autisme ne va pas être diagnostiqué, ne va pas être détecté, contrairement aux petits garçons qui, eux, vont avoir des comportements qui vont alerter en fait leur entourage. Julie Daché insiste aussi sur l'invisibilisation des femmes autistes dans les médias culturels au sens large. Et c'est vrai que quand moi j'avais vu cette vidéo, j'avais réfléchi comme ça aux séries télévisées. J'aime beaucoup les séries télévisées. Que je connaissais avec des personnages autistes. Et il y a beaucoup de titres qui m'étaient venus assez rapidement. Au moins 3 séries par exemple où l'autisme est a vraiment un rôle important. J'ai pensé à Atypical, à Good Doctor ou à Touch. Il y a également des séries avec des personnages qui ont le syndrome d'Asperger, même si c'est pas forcément dit comme ça. Je pense au personnage de Sheldon dans The Big Bang Theory ou à Abed dans Community. Et donc tous ces personnages qui me sont venus immédiatement en tête, c'était uniquement des garçons. Alors j'ai pas fait de recherche, il existe peut-être des séries avec des filles autistes, mais voilà, immédiatement, ce sont des personnages de garçons qui me sont venus en tête. Julie Daché, c'est aussi l'autrice d'une bande dessinée autobiographique qui s'intitule La différence invisible, qui a été publiée par Delcourt en 2016 et qui est illustrée par Mademoiselle Caroline. Donc dans cette BD, Julie Daché va raconter son histoire et son errance diagnostique, comme elle l'appelle, à travers le personnage d'une jeune femme, Marguerite, qui à 27 ans donc découvre qu'en fait elle est autiste Asperger. C'est une BD que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais j'en ai lu d'excellentes critiques, donc j'espère avoir la possibilité de la lire prochainement. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Suite à cette BD, en 2018, Julie Daché a publié chez Marabout un récit documentaire qui vise à donner la parole aux autistes. Ça s'appelle Dans ta bulle. Pour l'instant, je n'en ai lu que le tout début, mais j'avais envie de partager avec vous une réflexion de l'autrice, donc dans la première partie de ce documentaire, sur la question de la normalité, c'est-à-dire de l'adéquation à une norme. Sauf qu'une norme est toujours relative et contextuelle, et qu'elle varie donc selon le milieu et la culture. L'autrice écrit: Pour moi, l'autisme est une différence de fonctionnement, pathologisée par une société obsédée par la normalité. Ces difficultés, que l'on peut rencontrer quand on est autiste, sont pour bon nombre d'entre elles créées par l'environnement dans lequel j'évolue et par la pression sociale, qui voudrait me pousser à me conformer, coûte que coûte, à cet environnement. Ainsi, pour Julie Daché, ce n'est pas tant le syndrome d'Asperger en lui-même qui est handicapant pour les personnes autistes, mais c'est l'inadaptation des structures sociales à leur mode de fonctionnement qui va conduire à leur stigmatisation et à leur exclusion. Et ça, c'est un sacré changement de paradigme. Ensuite, puisque comme je vous le disais, l'autisme au féminin est relativement invisibilisé dans les médias culturels, j'avais envie de vous présenter 2 romans qui ont pour personnages principaux 2 jeunes filles autistes. Le premier, c'est une trilogie que j'ai lue il y a quelques années de ça et que j'avais absolument adorée. Ça s'appelle Les Autodafeurs. C'est une trilogie de Marine Carteron qui a été publiée aux éditions du Rouergue entre 2014 et 2015 avec le personnage de Césarine, artiste de guerre, qui est absolument incroyable. Les Autodafeurs, c'est donc l'histoire de Césarine et de son grand frère Auguste qui, à la mort de leur père, a priori accidentelle, découvrent qu'en réalité leur famille appartient à une société secrète, la confrérie, qui a pour mission de protéger les livres et de lutter notamment contre les autodafeurs. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment une très chouette lecture et en plus elle vient d'être publiée il n'y a pas très longtemps en intégrale avec une couverture hyper classe. Donc foncez et lisez Les Autodafeurs.
Le second, c'est un roman que j'ai découvert tout récemment, qui est le premier tome, a priori, donc de ce qui va devenir une série, puisqu'il y a un second tome qui est sorti là en début 2020. Ça s'appelle Les fabuleuses aventures d'Aurore, de Douglas Kennedy, c'est illustré par Johann Sfar, et c'est publié chez Pocket Jeunesse. C'est un roman jeunesse à partir de 10 ans environ. Aurore, c'est une petite fille autiste qui ne parle pas. Mais pour communiquer, elle a une tablette sur laquelle elle écrit à la vitesse de la lumière. Et surtout, Aurore a un don, c'est qu'elle peut lire derrière les yeux des gens. Elle peut donc connaître leurs pensées. Et c'est un don qui va lui être très utile lorsque la meilleure amie de sa sœur, Lucie, va disparaître du parc d'attractions où elles sont toutes les trois après avoir subi une énième moquerie, une énième brimade de la part des pestes de leur école en raison de son poids. Les fabuleuses aventures d'Aurore, c'est un roman très poétique avec un imaginaire très très fort et qui, au-delà de l'autisme, qui est présenté d'une façon très, très imagée, qui n'a pas vocation à être réaliste, est un roman en fait qui aborde la notion de différence de façon plus large et la façon dont cette différence peut devenir une force. Voilà pour cette 20e vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir Nous les filles de nulle part, je vous y invite grandement, ou de vous renseigner sur l'autisme au féminin, de lire les différents ouvrages dont j'ai pu vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, on se retrouve très prochainement, donc je vous dis à très bientôt. Ensuite, puisque comme je vous le disais, l'autisme au féminin est souvent invisibilisé,